Arthur Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison. La dialectique éristique est l'art de disputer, et ce de telle sorte que l'on ait toujours raison, donc perfat et nefas en latin dans le texte, c'est-à-dire par tous les moyens possibles. On peut en effet avoir objectivement raison quant au débat lui-même, tout en ayant tort aux yeux des personnes présentes, et parfois même à ses propres yeux. En effet, quand mon adversaire réfute ma preuve et que cela équivaut à réfuter mon affirmation elle-même, qui peut cependant être étayée par d'autres preuves, auquel cas, bien entendu, le rapport est inversé en ce qui concerne mon adversaire, il a raison, bien qu'il ait objectivement tort. Donc, la vérité objective d'une proposition et la validité de celle-ci au plan de la proposition, de l'approbation des opposants et des auditeurs sont deux choses bien distinctes. C'est à cette dernière que se rapporte la dialectique. D'où cela vient-il? De la médiocrité naturelle de l'espèce humaine. Si ce n'était le cas, si nous étions foncièrement honnêtes, nous ne chercherions dans tout débat qu'à faire surgir la vérité, sans nous soucier de savoir si elle est conforme à l'opinion que nous avions d'abord défendue ou à celle de l'adversaire, ce qui n'aurait pas d'importance ou serait du moins tout à fait secondaire. Mais c'est désormais l'essentiel. La vanité innée, particulièrement irritable en ce qui concerne les facultés intellectuelles, ne veut pas accepter que notre affirmation se révèle fausse, ni que celle de l'adversaire soit juste. Par conséquent, chacun devrait simplement s'efforcer de n'exprimer que des jugements justes, ce qui devrait inciter à penser d'abord et à parler ensuite. Mais chez la plupart des hommes, la vanité innée s'accompagne d'un besoin de bavardage et d'une malhonnêteté innée. Ils parlent avant d'avoir réfléchi. Et même s'ils se rendent compte après coup que leur affirmation est fausse et qu'ils ont tort, il faut que les apparences prouvent le contraire. Leur intérêt pour la vérité, qui doit sans doute être généralement l'unique motif les guidant lors de l'affirmation d'une thèse supposée vraie, s'efface complètement devant les intérêts de leur vanité. Le vrai doit paraître faux et le faux vrai. Toutefois, cette malhonnêteté même, l'obstination à défendre une thèse qui nous semble déjà fausse à nous-mêmes, peut être excusable. Souvent, nous sommes d'abord fermement convaincus de la vérité de notre affirmation, mais voilà que l'argument de notre adversaire semble la renverser. Si nous renonçons aussitôt à la défendre, nous découvrons souvent, après coup, que nous avions tout de même raison. Notre preuve était fausse, mais notre affirmation pouvait être étayée par une bonne preuve. L'argument salvateur ne nous était pas immédiatement venu à l'esprit. De ce fait, il se forme en nous la maxime selon laquelle, même quand l'argument de l'adversaire semble juste et concluant, nous devons l'attaquer, certains que sa justesse n'est qu'apparente et qu'au cours de la controverse, nous trouvons un argument qui viendra le renverser ou confirmer notre vérité d'une façon ou d'une autre. Ainsi, nous sommes quasi obligés d'être malhonnêtes lors de la controverse, ou tout du moins légèrement tentés de l'être. De cette façon, la faiblesse de notre intelligence et la perversité de notre volonté se soutiennent mutuellement. Il en résulte qu'en règle générale, celui qui débat ne se bat pas pour la vérité mais pour sa thèse, comme pro ara et faucis, pour son autel et son foyer, et procède per fas et nefas. Attendez, per fas et nefas, par tous les moyens possibles. Désolée. Alors, je vais relire. Il en résulte qu'en règle générale, celui qui débat ne se bat pas pour la vérité, mais pour sa thèse, comme pro ara et faucis, pour son autel et son foyer, et procède per fas et nefas par tout moyen possible. Puisque, comme nous l'avons démontré, il ne peut faire autrement. Chacun cherchera donc généralement à faire triompher sa proposition, même lorsqu'elle lui paraît pour le moment fausse ou douteuse. Quant aux moyens pour y parvenir, ils lui seront fournis dans une certaine mesure par ses aptitudes personnelles à la ruse et à la médiocrité. C'est ce qu'enseigne l'expérience quotidienne de la controverse. Chacun a donc sa dialectique naturelle, tout comme il a sa logique naturelle. La seule chose, c'est que la première est loin de le guider aussi sûrement que la deuxième. Il n'est facile à personne de penser ou de conclure à contrario les lois de la logique.
Les jugements faux sont fréquents, les conclusions fausses extrêmement rares. Si un homme ne manifeste donc pas facilement un manque de logique naturelle, il peut en revanche manifester un manque de dialectique naturelle. C'est un don de la nature inégalement partagé, semblable en cela à la faculté de jugement qui est très inégalement partagée, alors que la raison l'est à vrai dire équitablement. Car il arrive souvent que, bien que l'on ait raison, on se laisse confondre ou réfuter par une argumentation spécieuse ou inversement. Et celui qui sort vainqueur du débat doit bien souvent sa victoire non pas tant à la justesse de son jugement quand il soutient sa thèse, qu'à l'astuce et à l'adresse avec lesquelles il l'a défendue. Ici, comme dans tous les cas, c'est l'inné qui se révèle le meilleur conseiller. Cependant, en s'exerçant et en réfléchissant au tour d'adresse susceptible de renverser l'adversaire, ou souvent employé par lui pour renverser l'autre, on peut avoir de grandes chances de passer maître en cet art. Donc, même si la logique ne peut avoir d'utilité véritablement pratique, la dialectique peut, elle, en avoir. Il me semble aussi qu'Aristote a conçu sa logique proprement dite, l'analytique, essentiellement comme fondement et préparation de la dialectique, et que celle-ci était pour lui l'élément le plus important. La logique s'intéresse uniquement à la forme des thèses avancées, la dialectique à leur contenu ou à leur matière. C'est justement pour cela que l'examen de la forme, c'est-à-dire du général, devait précéder celui du contenu, c'est-à-dire du particulier. Aristote ne détermine pas l'objectif de la dialectique aussi précisément que je l'ai fait. Il indique certes comme but principal la controverse, mais également la recherche de la vérité. Plus tard, il répète que l'on traite philosophiquement des thèses en fonction de la vérité et dialectiquement en fonction de l'apparence ou de l'approbation de l'opinion des autres, excusez-moi. Topique numéro 1, chapitre 12. Il est certes conscient de la distinction très nette entre la vérité objective d'une thèse et la façon de l'imposer ou de la faire accepter. Cependant, il ne les distingue pas assez clairement pour n'assigner à la dialectique que cette dernière finalité. De ce fait, les règles qui lui fixent sont souvent mêlées à celles fixées à l'autre finalité. Il me semble donc qu'il n'a pas rempli sa tâche correctement. Pour fonder la dialectique en toute rigueur, il faut, sans se soucier de la vérité objective, qui est l'affaire de la logique, la considérer uniquement comme l'art d'avoir toujours raison, ce qui sera évidemment d'autant plus facile si l'on a raison quant au fond même du débat. Mais la dialectique en tant que telle a seulement pour devoir d'enseigner comment on peut se défendre contre les attaques de toute nature, en particulier contre les attaques malhonnêtes, et également comment on peut de son côté attaquer ce qu'affirme l'autre sans se contredire soi-même et surtout sans être réfuté. Il faut séparer nettement la découverte de la vérité objective de l'art de faire passer les thèses que l'on avance pour vraies. L'une est l'affaire d'une toute autre activité. C'est l'œuvre de la capacité de jugement, de la réflexion, de l'expérience, et cela ne fait pas l'objet d'un art particulier. Quant à l'autre, il est le dessein même de la dialectique. On a défini cette dernière comme la logique de l'apparence, ce qui est faux car elle ne servirait alors qu'à défendre des thèses erronées. Cependant, même quand on a raison, on a besoin de la dialectique pour défendre son point de vue. Et il faut connaître les stratagèmes malhonnêtes pour leur faire face. Il faut même souvent y avoir recours soi-même pour battre l'adversaire à armes égales. C'est donc pour cette raison que la dialectique doit mettre la vérité objective de côté ou la considérer comme accidentelle. Et il faut simplement veiller à défendre ses propositions et à renverser celles de l'autre. Dans les règles de ce combat, on ne doit pas tenir compte de la vérité objective parce qu'on ignore la plupart du temps où elle se trouve. Souvent, on ne sait pas soi-même si on a raison ou non. On croit souvent avoir raison alors qu'on se trompe. Et souvent, les deux parties croient avoir raison car veritas est in puteo. En latin et en grec, dans le texte, la vérité est au fond du puits, de Démocrite. Au début de la controverse, chacun croit généralement avoir la vérité de son côté, puis les deux parties se mettent à douter, et c'est seulement à la fin du débat qui doit révéler la vérité, la confirmer. Donc la dialectique n'a pas à s'engager là-dedans, de même que le maître d'armes ne se pose pas la question de savoir qui avait raison lors de la querelle ayant provoqué le duel. Toucher et parer, c'est cela qui emporte.
Il en va de même pour la dialectique, qui est une joute intellectuelle. Si on la conçoit de façon aussi claire, elle peut être considérée comme une discipline autonome, car si nous fixons comme but la vérité objective, nous revenons à la simple logique. Si en revanche, nous nous fixons comme but l'application de thèses fausses, nous sommes dans la pure sophistique. Et dans les deux cas, on supposerait que nous savions déjà ce qui est objectivement vrai et faux. Or, il est rare que l'on puisse le savoir à l'avance avec certitude. Le vrai concept de la dialectique est donc celui qui a déjà été établi, joute intellectuelle pour avoir toujours raison dans la controverse. Le terme d'éristique serait cependant plus correct, et le plus exact de tous serait sans doute celui de dialectique éristique. Dialectica eristica, en latin dans le texte. Elle est extrêmement utile, et c'est à tort qu'elle a été négligée dans les temps modernes. La dialectique ne devant donc être qu'un résumé et une description de ces tours d'adresse inspirés par la nature et que la plupart des hommes, quand ils s'aperçoivent que la vérité n'est pas de leur côté dans la controverse, utilisent pour avoir quand même raison. Il serait tout à fait inopportun, dans le domaine de la dialectique scientifique, de vouloir tenir compte de la vérité objective et de sa mise en lumière, puisque ce n'est pas le cas dans cette dialectique originelle et naturelle dont le seul objectif est d'avoir raison. La dialectique scientifique, telle que nous la concevons, a par conséquent pour principale mission d'élaborer et d'analyser les stratagèmes de la malhonnêteté dans la controverse, afin que, dans les débats réels, on puisse les reconnaître immédiatement et les réduire à néant. C'est la raison pour laquelle la dialectique ne doit accepter comme finalité dans sa définition que l'art d'avoir toujours raison et non la vérité objective. Bien que j'ai fait des recherches poussées, je n'ai pas connaissance que l'on ait fait quoi que ce soit dans ce sens. Il s'agit donc d'un terrain encore vierge. Pour parvenir à nos fins, il faudrait puiser dans l'expérience, observer comment, lors des débats que suscitent souvent les rapports des hommes entre eux, tel ou tel stratagème est utilisé par l'une ou l'autre partie, puis ramener ces tours d'adresse, réapparaissant sous d'autres formes, à un principe général et établir ainsi certains stratagèmes généraux qui seraient ensuite utiles tant pour son propre usage que pour les réduire à néant quand l'autre s'en sert. Ce qui suit doit être considéré comme un premier essai. Base de toute dialectique. Tout d'abord, il faut considérer l'essentiel de toute controverse, ce qui se passe en fait. L'adversaire a posé une thèse, ou nous-mêmes, peu importe. Pour la réfuter, il y a deux modes et deux méthodes possibles. Les modes A, ad rem, B, ad hominem, ou ex concessis. C'est-à-dire que nous démontrons soit que cette thèse n'est pas en accord avec la nature des choses, la vérité objective absolue, soit qu'elle contredit d'autres affirmations ou concessions de l'adversaire, c'est-à-dire la vérité subjective relative. Dans le dernier cas, il ne s'agit que d'une preuve relative qui n'a rien à voir avec la vérité objective. Les méthodes A, réfutation directe, ou B, indirecte. La réfutation directe attaque la thèse dans ses fondements, l'indirecte dans ses conséquences. La directe démontre que la thèse n'est pas vraie, l'indirecte qu'elle ne peut pas être vraie. Numéro 1. En cas de réfutation directe, nous pouvons faire deux choses. Soit nous démontrons que les fondements de son affirmation sont faux, nego majorem minorem, en latin. Soit nous admettons les fondements, mais nous démontrons que l'affirmation ne peut en résulter, nego consequentiam. Nous attaquons donc la conséquence, la forme de la conclusion. En cas de réfutation indirecte, nous utilisons soit la conversion, c'est du grec après, soit l'instance. La conversion. Nous admettons la vérité de sa proposition et nous démontrons alors ce qui en résulte. Quand en relation avec une proposition quelconque reconnue comme vraie, nous l'utilisons comme prémisse d'une conclusion et qu'apparaît alors une conclusion manifestement fausse puisqu'elle contredit soit la nature des choses, si elle contredit une vérité tout à fait incontestable, nous avons confondu l'adversaire ad absurdum. Soit les autres affirmations de l'adversaire lui-même, dont se révèlent fausses, ad rem ou ad hominem, Socrate dans l'Hippias majeur et autres textes. Par conséquent, la thèse aussi était fausse, car de prémices vraies ne peuvent être déduites que de propositions justes, bien que celles déduites de fausses prémices ne soient pas toujours fausses. L'instance exemplum in contrarium, réfutation de la proposition générale par la démonstration directe de cas isolés compris dans ses propos, mais auxquels elle ne s'applique pas, si bien qu'elle-même ne peut être que fausse, ne peut qu'être fausse.
Cela est l'ossature générale, le squelette de toute controverse. Nous avons donc son ostéologie. Car c'est là, au fond, à quoi se ramène toute controverse. Mais tout cela peut se passer réellement ou seulement en apparence, avec des fondements authentiques ou non. Et comme en la matière, il n'est pas facile d'avoir des certitudes, les débats sont longs et acharnés. Dans la démonstration, nous ne pouvons pas non plus distinguer le vrai de l'apparent, puisque cette distinction n'est jamais fixée à l'avance chez les adversaires eux-mêmes. C'est pourquoi j'indique les stratagèmes sans tenir compte du fait que l'on ait objectivement raison ou non, car on ne peut le savoir soi-même avec certitude, et cela ne peut être décidé que grâce à la controverse. Du reste, dans toute controverse ou argumentation, il faut que l'on s'entende sur quelque chose, un principe à partir duquel on va juger du problème posé. Contra negantem principia non est disputandum. On ne pourrait discuter avec quelqu'un qui conteste les principes. Stratagème 1. L'extension. Étirer l'affirmation de l'adversaire au-delà de ses limites naturelles, l'interpréter de la façon la plus générale possible, la prendre au sens le plus large possible et l'exagérer. Par contre, réduire la sienne au sens le plus restreint qui soit, dans les limites les plus étroites possibles, car plus une affirmation devient générale, plus elle est en but aux attaques. La parade est de poser clairement le punctus, point débattu, et le status controversiae, manière dont se présente la controverse. Exemple 1. J'ai dit, les Anglais sont la première nation en art dramatique. L'adversaire a voulu tenter une instancia en répliquant, il est connu qu'ils ne valent rien en musique et donc en matière d'opéra. Je l'ai contré en rappelant que la musique ne fait pas partie de l'art dramatique, ce terme ne désignant que la tragédie et la comédie. Il le savait très bien et tentait simplement de généraliser mon affirmation de telle sorte qu'elle englobait toutes les formes de manifestation théâtrale, donc l'opéra, donc la musique, et ce pour être sûr de son triomphe. À l'inverse, pour assurer la victoire de sa propre affirmation, il faut la restreindre plus qu'on ne le prévoyait de prime abord quand l'expression utilisée va dans ce sens. Exemple 2. A dit la paix de 1814 a même rendu à toutes les villes hanséatiques leur indépendance. B répond par l'instantia in contrarium en disant que cette paix a fait perdre à Danzig l'indépendance que lui avait accordée Bonaparte. A s'en sort de la façon suivante. J'ai parlé de toutes les villes hanséatiques allemandes. Danzig est une ville hanséatique polonaise. Ce stratagème est déjà enseigné par Aristote dans Topique, numéro 8, chapitre 12 et je sais pas, page 11. Exemple 3. Lamarck, Philosophie zoologique, volume 1, page 203, dénie toute sensibilité aux polypes parce qu'ils n'ont pas de nerfs. Or, il est certain qu'ils perçoivent car ils se retournent vers la lumière en se déplaçant artificiellement de branche en branche. Et ils attrapent leur proie. On a donc supposé que chez eux, la masse nerveuse est uniformément répartie dans la masse du corps entier, comme fondue en elle, car ils ont manifestement des perceptions sans avoir des organes des sens distincts. Comme cela renverse l'hypothèse de Lamarck, il argumente dialectiquement comme suit. Alors, il faudrait que toutes les parties du corps des polypes soient aptes à toute forme de sensibilité et aussi de mouvement de volonté de penser. Alors, le polype aurait en chaque point de son corps tous les organes de l'animal le plus parfait. Partout, il pourrait voir, sentir, goûter, entendre, etc. Et même penser, juger, conclure. Chaque particule de son corps serait un animal parfait et le polype lui-même serait supérieur à l'homme puisque chacune de ces particules aurait toutes les facultés de l'homme, toutes les facultés que l'homme n'a que dans sa globalité. En outre, il n'y aurait pas de raison de ne pas étendre la monade, le plus imparfait de tous les êtres, ce qu'on affirme du polype, et finalement aux plantes, qui sont elles aussi bien vivantes, etc. C'est en utilisant de tels stratagèmes dialectiques qu'un auteur révèle que, en son fort intérieur, il est conscient d'avoir tort, il transforme l'affirmation « leur corps entier est sensible à la lumière », donc de nature nerveuse, en lui faisant dire que le corps entier pense. Stratagème 2. Utiliser l'homonymie pour étendre également l'affirmation à ce qui, à part le même mot, n'a pas grand-chose ou rien du tout en commun avec l'objectif du débat, puis réfuter de façon lumineuse et se donner l'air d'avoir réfuté l'affirmation elle-même. Remarque, on appelle synonyme deux mots désignant le même concept, homonyme deux concepts désignés par le même mot. Voir Aristote, topique 1, chapitre 13. Grave, coupant, aigu,
employés tantôt pour des corps, tantôt pour des sons, sont des homonymes. Honnête et loyal sont des synonymes. On peut considérer ce stratagème comme identique au sophisme ex homonymia. Toutefois, le sophisme évident de l'homonymie ne saurait sérieusement faire illusion. Omne lumem potest extingui, intellectus est lumen, intellectus potest extingui. Toute lumière peut être éteinte. Toute lumière peut être éteinte. L'intelligence est une lumière, donc l'intelligence peut être éteinte. Ici, on remarque tout de suite qu'il y a 4 termini lumen pris au sens propre et lumen pris au sens figuré. Mais dans les cas subtils, l'illusion peut se produire, notamment quand les concepts désignés par la même expression sont apparentés et se confondent. Exemple 1. Ces cas, inventés sciemment, ne sont pas assez subtils pour faire illusion. Il faut donc en collecter dans sa propre expérience. Il serait bon de pouvoir donner à chaque stratagème un nom bref et adéquat grâce auquel on pourrait instantanément rejeter, le cas échéant, l'emploi de tel ou tel stratagème. A. Vous n'êtes pas encore initié au mystère de la philosophie kantienne. Ah, quand il est question de mystère, cela ne m'intéresse pas. Exemple 2. Je qualifiais de déraisonnable le principe de l'honneur selon lequel on est déshonoré à cause d'une offense subie, à moins qu'on y réponde par une offense encore plus grande ou qu'on la lave dans le sang. Celui de l'adversaire ou le sien propre. J'invoquais comme raison que le véritable honneur ne pouvait être entamé par ce que l'on subit, mais uniquement par ce que l'on fait, car tout peut arriver à tout le monde. Mon adversaire s'attaqua directement au fondement de mes dires. Il me démontra de façon lumineuse que si on accuse à tort un marchand d'escroquerie ou de malhonnêteté ou de négligence dans l'exercice de sa profession, c'est là une atteinte à son honneur qui n'est blessé qu'à cause de ce qu'il subit, et qu'il ne peut laver qu'en imposant à cet agresseur de recevoir un châtiment et de se rétracter. Du fait de l'homonymie, il substituait donc à l'honneur civil, que l'on appelle habituellement la bonne réputation et qu'on ne l'on entache par la calomnie, le concept d'honneur chevaleresque, que l'on appelle aussi point d'honneur, et auquel on porte atteinte par des offenses. Et comme il ne faut pas négliger une atteinte au premier type d'honneur, mais la contrer en la réfutant publiquement, on serait tout autant justifié de ne pas laisser passer une atteinte au deuxième type d'honneur et de la contrer par une offense plus grande en un duel. Il y a donc eu confusion de deux choses essentiellement différentes, du fait de l'homonymie du mot honneur, et une mutatio controversiae, modification de l'objet du débat provoquée par l'homonymie. Stratagème 3. Prendre l'affirmation posée relativement comme si elle était de façon générale, simplicité absolue, ou du moins la concevoir dans un rapport tout à fait différent et la réfuter dans ce sens. L'exemple donné par Aristote est le suivant. Le mort est noir, mais blanc pour ce qui reste des dents. Il est donc à la fois noir et pas noir. C'est un exemple fictif qui ne trompera véritablement personne. Prenons-en un provenant au contraire de l'expérience concrète. Exemple 1. Dans une discussion sur la philosophie, je reconnus que mon système prenait la défense des quiétistes et faisait leur éloge. Peu après, on en vint à parler de Hegel, et j'affirmais qu'il avait surtout écrit des inepties, ou que du moins, dans de nombreux passages de ses écrits, l'auteur fournit les mots, laissant au lecteur le soin d'y mettre des sens. Mon adversaire n'essaya pas de réfuter ses propos ad rem, mais se contenta de l'argumentum ad hominem, en disant que je venais de faire l'éloge des quiétistes alors que ceux-ci avaient également écrit beaucoup d'inepties. Je le reconnus, mais rectifiai son affirmation en disant que je ne faisais pas l'éloge des quiétistes en tant que philosophe et écrivain, donc pas pour leur qualité théorique, mais seulement en tant qu'hommes pour leurs actes du point de vue uniquement pratique, alors que pour Hegel, il était question de qualité théorique. C'est ainsi que je parais cette attaque. Les 3 premiers stratagèmes sont proches. Ils ont en commun le fait que l'adversaire parle en réalité d'autre chose que de l'affirmation posée. On commettrait donc une inoratio elenchi, ignorance du moyen de réfutation, si on laissait l'autre vous envoyer promener de cette façon. Car dans tous les exemples donnés, ce que dit l'adversaire est vrai. Ce n'est pas vraiment en contradiction avec ma thèse, mais seulement en apparence. Donc celui qui l'attaque nie ce qu'implique sa conclusion, à savoir que la vérité de sa thèse prouverait la fausseté de la nôtre.
C'est donc une réfutation directe de sa réfutation, per negotiationem consequentiae, par le refus de la conclusion. Ne pas reconnaître des prémices exactes parce que l'on prévoit la conséquence. Là contre, il existe deux méthodes suivantes. Les règles 4 et 5. Stratagème 4. Quand on veut arriver à une conclusion, il ne faut pas la laisser prévoir, mais obtenir discrètement qu'on admette les prémices en disséminant celles-ci au cours de la conversation. Sinon, l'adversaire tentera toutes sortes de manœuvres. Ou si on doute que l'adversaire les admette, il faut poser les prémices de ces prémices, établir des prosyllogismes, faire approuver les prémices de plusieurs de ces prosyllogismes, et ce dans le désordre, de façon à cacher son jeu jusqu'à ce que tout ce dont on a besoin ait été concédé. Aristote indique ces règles dans les Topiques 8, chapitre 1. Il n'est pas besoin de donner des exemples. Stratagème 5. Pour prouver sa thèse, on peut aussi utiliser de fausses prémices, et cela quand l'adversaire ne considère... Désolé. Stratagème 5. Pour prouver sa thèse, on peut aussi utiliser de fausses prémices, et cela quand l'adversaire ne concéderait pas les vraies, soit parce qu'il n'en reconnaît pas la vérité, soit parce qu'il se rend compte que la thèse en résulterait automatiquement. Il faut prendre alors des propositions qui sont fausses en soi, mais vraies ad hominem, et argumenter à partir du mode de pensée de l'adversaire ex concessis. Car le vrai peut aussi résulter de fausses prémices, alors que le faux ne peut jamais découler de vraies prémices. C'est ainsi que l'on peut réfuter des propositions fausses de l'adversaire au moyen d'autres propositions fausses qu'il considère toutefois comme vraies. Car c'est à lui que l'on a affaire et il faut utiliser son mode de pensée. Par exemple, s'il est adepte d'une secte quelconque que nous n'approuvons pas, nous pouvons utiliser contre lui les préceptes de cette secte en tant que principien. Aristote, Topique 8, chapitre 9. Stratagème 6. On fait une petitio principi camouflée en postulant que on aurait approuvé soit sous un autre nom, par exemple bonne réputation à la place de honneur, vertu à la place de virginité, etc. Ou en changeant de concept, animaux à sang chaud au lieu de vertébrés. Soit deux, en faisant admettre comme vérité générale ce qui est contesté à un niveau particulier. Par exemple, affirmer l'incertitude de la médecine en postulant l'incertitude de tout savoir humain. Quand vice-versa, deux propositions découlent l'une de l'autre et qu'on doit démontrer l'une d'elles, il faut postuler l'autre. 4. Quand il faut prouver une vérité générale et qu'on arrive à obtenir toutes les vérités particulières. L'inverse du numéro 2. Aristote, Topique 8, chapitre 11. En ce qui concerne l'entraînement à la dialectique, le dernier chapitre des Topiques d'Aristote contient de bonnes règles. Chapitre 7. Si la controverse est menée de façon un peu stricte et formelle et que l'on désire se faire comprendre clairement, celui qui a posé la proposition et qui doit la démontrer contre son adversaire doit procéder à un questionnement afin de déduire de ses propres concessions la vérité de son affirmation. Cette méthode érothématique était particulièrement utilisée par les anciens. On l'appelle aussi méthode socratique. C'est à elle que se réfère le stratagème présent et quelques autres qui vont suivre, tous élaborés librement d'après les réfutations sophistiques d'Aristote, chapitre 15. Poser beaucoup de questions à la fois et élargir le contexte pour cacher ce que l'on veut véritablement faire admettre. En revanche, exposer rapidement son argumentation à partir des concessions obtenues, car ceux qui sont lents à comprendre ne peuvent suivre exactement la démonstration et n'en peuvent voir les défauts ou les lacunes éventuelles. Stratagème 8. Mettre l'adversaire en colère, car dans sa fureur, il est hors d'état de porter un jugement correct et de percevoir son intérêt. On le met en colère en étant ouvertement injuste envers lui, en le provoquant et d'une façon générale en faisant preuve d'impudence. Stratagème 9. Ne pas poser les questions dans l'ordre exigé par la conclusion qu'il faut en tirer, mais dans toutes sortes de permutations. Il ne peut savoir ainsi où l'on veut en venir et ne peut se prémunir. On peut aussi utiliser ces réponses pour en tirer diverses conclusions, même opposées en fonction de leur nature. Ce stratagème est apparenté au quatrième dans la mesure où il faut dissimuler sa manière de procéder. Stratagème 10. Quand on se rend compte que l'adversaire fait exprès de rejeter les questions qui auraient besoin d'une réponse positive pour soutenir la thèse, il faut l'interroger sur la thèse contraire, comme si c'était cela qu'on voulait le voir approuver, ou tout du moins lui donner le choix entre les deux de telle sorte qu'il ne sache plus laquelle est la thèse à laquelle on souhaite qu'il adhère. Stratagème 11.
Si nous procédons par induction et qu'il concède les cas particuliers permettant d'étayer notre thèse, il ne faut pas lui demander s'il admet aussi la vérité générale résultant de ces cas isolés, mais l'introduire ensuite comme une vérité admise et reconnue, car parfois il croira l'avoir admise lui-même. Et les témoins du débat auront la même impression, car ils se souviendront des nombreuses questions concernant des cas particuliers. Celles-ci auront donc permis d'atteindre le but recherché. Stratagème 12. S'il est question d'un concept général, n'ayant pas de désignation propre et devant être dénommé allégoriquement par un trope, il ne faut pas hésiter à choisir cette allégorie de façon qu'elle soit favorable à notre thèse. Par exemple, en Espagne, les noms qui désignent les deux partis politiques, Selveres et Liberales, ont certainement été choisis par ces derniers. Le mot protestant a été choisi par eux, de même le mot évangélique, mais le mot hérétique l'a été par les catholiques. C'est également valable pour le nom des choses quand elles sont prises davantage au sens propre. Par exemple, si l'adversaire a proposé un changement quelconque, on le qualifiera d'innovation, car ce mot est méprisant. On fera le contraire si c'est soi-même qui le propose. Dans ce cas, le concept opposé sera désigné d'ordre établi. Dans le second de pagaille, ce qu'une personne dépourvue de toute préméditation et de parti pris appellerait par exemple culte ou religion officielle. Celui qui est favorable utilisera les mots piété, ferveur et leur adversaire, bigoterie, superstition. Au fond, c'est là une subtile petitio principii. Ce que l'on veut démontrer, on le met à l'avance dans le mot, dans la désignation, d'où il émerge ensuite grâce à un jugement purement analytique. Quand l'un dit se mettre à l'abri, mettre en lieu sûr, son adversaire dira enfermer. Un orateur trahit souvent à l'avance ses intentions par les noms qu'il donne aux choses. L'un dit clergé et l'autre les curetons. De tous les stratagèmes, c'est celui qui est le plus souvent employé instinctivement. Prosélytisme égale fanatisme. Faux, faux pas ou escapade égale adultère. Équivoque, obscénité. Mal en point, ruiné. Influence et relations, corruption et népotisme. Sincère reconnaissance, bonne rémunération. Stratagème 13. Pour faire en sorte qu'il accepte une thèse, nous devons lui en présenter le contraire et lui laisser le choix. Mais nous devons énoncer ce contraire de façon si violente que l'adversaire, s'il ne veut pas cultiver l'art du paradoxe, est obligé d'approuver notre thèse qui, en comparaison, paraît tout à fait probable. Par exemple, il doit reconnaître que chacun doit faire tout ce que son père lui dit. Nous lui demandons alors, faut-il en toute chose désobéir ou obéir à ses parents? Ou si à propos d'une chose, il est dit souvent, nous lui demandons si par ce mot, on entend quelques cas ou beaucoup de cas, et il dira beaucoup. C'est comme quand on met du gris à côté du noir, on dirait du blanc. Et si on le met à côté du blanc, on dirait du noir. Stratagème 14. Un tour pendable consiste, quand il a répondu à plusieurs questions sans que ses réponses soient allées dans le sens de la conclusion vers laquelle nous tendons, à déclarer qu'ainsi la déduction à laquelle on voulait aboutir est prouvée, bien qu'elle n'en résulte aucunement, et à le programmer triomphalement. Si l'adversaire est timide ou stupide et qu'on a soi-même beaucoup d'audace et une bonne voix, cela peut très bien marcher. Cela relève du fallacia non causae ut causae, faire passer pour une raison ce qui n'en est pas une. Stratagème 15. Si nous avons posé une thèse paradoxale que nous avons du mal à démontrer, il faut présenter à l'adversaire n'importe quelle proposition exacte, mais d'une exactitude pas tout à fait évidente, afin qu'il accepte ou la rejette, comme si c'était de là que nous voulions tirer notre démonstration. S'il la rejette par méfiance, nous le confondons ad absurdum et triomphons. Mais s'il accepte, c'est que nous avons tenu des propos raisonnables et nous pouvons voir venir la suite. Ou bien nous ajoutons le stratagème précédent et affirmons alors que notre paradoxe est démontré. Il faut pour cela être d'une extrême impudence, mais il y a des gens qui pratiquent tout cela de façon instinctive. Stratagème 16. Argumenta ad hominem ou ex concessis. Quand l'adversaire fait une affirmation, nous devons chercher à savoir si elle n'est pas d'une certaine façon, et ne serait-ce qu'en apparence, en contradiction avec quelque chose qu'il a dit ou admis auparavant, ou avec les principes d'une école ou d'une secte dont il a fait l'éloge, ou avec les actes des adeptes de cette secte, qu'ils soient sincères ou non, ou avec ses propres faits et gestes. Si, par exemple, il prend parti en faveur du suicide, il faut s'écrier aussitôt « Pourquoi ne te pends-tu pas ?» Ou bien, s'il affirme, par exemple, que Berlin est une ville désagréable, on s'écrit aussitôt « Pourquoi ne pars-tu pas par la première diligence ?» On arriverait bien d'une façon ou d'une autre à trouver une manœuvre.
Stratagème 17. Si l'adversaire a une parade qui nous met dans l'embarras, nous pourrons souvent nous tirer d'affaire grâce à une distinction subtile à laquelle nous n'avions pas pensé auparavant, si tant est que l'objet du débat admette une double interprétation ou deux cas distincts. Stratagème 18. Si nous rendons compte que l'adversaire s'est emparé d'une argumentation qui va lui permettre de nous battre, nous devons l'empêcher de parvenir au bout de sa démonstration en interrompant à temps le cours de la discussion, en nous esquivant ou en détournant le débat vers d'autres propositions. Bref, il faut provoquer une mutatio controversiae. Stratagème 19. Si l'adversaire exige expressément que nous argumentions contre un certain aspect de son affirmation et que nous n'ayons rien de valable à dire, il faut se lancer dans un débat général et la contrer. Si nous devons dire pourquoi une certaine hypothèse physique n'est pas fiable, nous parlerons du caractère fallacieux du savoir humain et l'illustrerons par toutes sortes d'exemples. Stratagème 9. Si nous lui avons demandé les prémices et qu'il les a admises, il faut non pas que nous lui demandions en plus la conclusion, mais que nous la tirions nous-mêmes. Et même s'il manque l'une ou l'autre des prémices, nous la considérons comme admise et tirerons la conclusion, ce qui est une application de la fallacia non causae ut causae. Stratagème 21. En cas d'argument spécieux ou sophistique de l'adversaire dont nous ne sommes pas dupes, nous pouvons certes le démolir en expliquant ce qu'il y a d'insidieux et de fallacieux, mais il est préférable de lui opposer un contre-argument aussi spécieux et sophistique afin de lui régler son compte. Car ce qui importe, ce n'est pas la vérité, mais la victoire. Si, par exemple, il avance un argumentum ad hominem, il suffit de le désarmer par un contre-argument ad hominem, ex concessis. Et d'une manière générale, au lieu d'avoir à discuter longuement de la vraie nature des choses, il est plus rapide de donner un argumentum ad hominem, quand l'occasion se présente. Stratagème 22. S'il exige que nous concédions une chose d'où découlerait directement le problème débattu, il faut refuser en prétendant qu'il s'agit là d'une petitio principii, car lui et les témoins du débat auront tendance à considérer une proposition proche du problème comme identique à ce problème. Nous le privons ainsi de son meilleur argument. Stratagème 23. La contradiction et la querelle incitent à exagérer son affirmation. En le contredisant, nous pouvons donc pousser l'adversaire à tirer une affirmation, éventuellement exacte dans les limites requises, au-delà de la vérité, et une fois que nous avons réfuté cette exagération, il semble également que nous ayons réfuté sa thèse originelle. À l'inverse, nous devons nous garder de nous laisser entraîner par la contradiction à exagérer ou à élargir le champ de notre thèse. Souvent aussi, l'adversaire lui-même essaiera directement de faire reculer les limites que nous avions fixées. Il faut immédiatement y mettre un terme et le ramener aux limites de notre affirmation en disant « voilà ce que j'ai dit et rien de plus ». Stratagème 24. L'art de tirer des conséquences. On force la thèse de l'adversaire en tirant de fausses conclusions et en déformant des concepts, pour en faire sortir des propositions qui n'y trouvent pas et qui ne reflètent pas du tout l'opinion de l'adversaire, car elles sont au contraire absurdes ou dangereuses. Comme il semble que la thèse découle des propositions qui soit se contredisent elles-mêmes, soit contredisent les vérités reconnues. Ce stratagème passe pour une réfutation indirecte, une apagogue. Et c'est encore une application de la fallaciae non causae ut causae. Stratagème 25, il concerne l'apagogue au moyen d'une instance, exemplum in contrarium. L'induction requiert un grand nombre de cas pour poser sa thèse générale. L'induction n'a besoin que de poser un seul cas en contradiction avec la proposition pour que celle-ci soit renversée. Un tel cas s'appelle une instance, exemplum in contrarium instantia. Par exemple, la thèse « Tous les ruminants ont des cornes » est réfutée par l'instance unique des chameaux. L'instance est un cas d'application de la vérité générale, quelque chose à subsumer sous le concept général, mais qui ne concerne pas cette vérité et qui la renverse complètement. Cependant, les choses peuvent être trompeuses. Il faut donc veiller au point suivant quand l'adversaire recourt à des instances. L'exemple est-il vraiment exact? Il y a des problèmes dont la solution véritable est que le cas posé est inexact. Par exemple, de nombreux miracles, des histoires de fantômes, etc. Relève-t-il vraiment du concept de la vérité posée? Ce n'est souvent le cas qu'en apparence, et la question ne peut être résolue qu'en faisant une nette distinction. Est-il vraiment en contradiction avec la vérité posée? Cela aussi n'est souvent qu'une apparence.
Stratagème 26. Une technique brillante est la retorsio argumenti. Quand l'argument qu'il veut utiliser à ses fins peut être encore meilleur si on le retourne contre lui. Par exemple, il dit c'est un enfant, il faut être indulgent avec lui. Retorsio. C'est justement parce que c'est un enfant qu'il faut le châtier, pour qu'il ne s'encroute pas dans de mauvaises habitudes. Stratagème 27. Si un argument met inopinément l'adversaire en colère, il faut s'efforcer de pousser cet argument encore plus loin. Non seulement parce qu'il est bon de le mettre en colère, mais parce qu'on peut supposer qu'on a touché le point faible de son raisonnement et qu'on peut sans doute attaquer encore davantage sur ce point que l'on avait vu d'abord, qu'on ne l'avait vu d'abord. 40. Okay. Ma copie a des problèmes dans les prochaines pages. Stratagème 28. Ce stratagème est surtout utilisable quand des savants se disputent devant les auditeurs ignorants, quand on n'a pas d'argumentum ad rem et même pas d'argumentum ad hominem. Il faut en avancer un ad auditores, c'est-à-dire une objection valable, mais dont seul le spécialiste reconnaît le manque de validité. Celui qui est le spécialiste, c'est l'adversaire par les auditeurs. À leurs yeux, c'est donc lui qui est battu, surtout si l'objection fait apparaître son affirmation sous un jour ridicule. Les gens sont toujours prêts à rire et on a alors des rieurs de son côté. Pour démontrer la nullité de l'objection, il faudrait que l'adversaire fasse une longue démonstration et remonte aux principes scientifiques ou à d'autres faits, et il lui sera difficile de se faire entendre. Exemple, l'adversaire dit au cours de la formation des montagnes primitives, la masse à partir de laquelle le granit et tout le reste de ces montagnes s'est cristallisé était liquide à cause de la chaleur, donc fondu. La chaleur devait être environ 200 degrés. Réaumur 200 degrés réaumur, et la masse s'est cristallisée au-dessus de la surface de la mer qui la recouvrait. Nous avançons l'argumentum ad auditores en disant qu'à cette température, et même bien avant, vers 80 degrés, la mer se serait mise depuis longtemps à bouillir et se serait évaporée dans l'atmosphère. Les auditeurs éclatent de rire. Pour nous battre, il lui faudrait démontrer que le point d'ébullition ne dépend pas seulement du degré de température, mais tout autant de la pression de l'atmosphère, et que celle-ci, dès que, par exemple, la moitié de la mer serait transformée en vapeur d'eau, aurait tellement augmenté qu'il n'y aurait pas d'ébullition, même à 200 degrés réaumur. Mais il ne le fera pas, car avec des non-physiciens, mais il ne le fera pas, car avec des non-physiciens, il y faudrait une véritable conférence. Stratagème 29. Si on se rend compte que l'on va être battu, il faut faire une diversion. C'est-à-dire qu'on se met d'un coup à parler de toute autre chose, comme si cela faisait du parti du sujet débattu et était un argument contre l'adversaire. Cela se fait avec discrétion, si la diversion a quelque rapport avec le thème questionnaire. Avec impudence, si elle ne concerne que l'adversaire, elle n'a rien à voir avec l'objet du débat. Par exemple, je trouvais remarquable qu'en Chine, il n'y ait pas de noblesse de sang et que les charges n'y soient accordées qu'après que l'on eut passé des examens. Mon adversaire affirmait que l'érudition ne rendait pas plus apte à assumer une charge que les privilèges de la naissance, dont il faisait grand cas. Les choses prenaient un tour fâcheux pour lui. Aussitôt, il fit une diversion en disant qu'en Chine, toutes les classes sociales peuvent subir la bastonnade, et ce qu'il mit en rapport avec la forte consommation de thé, et il se mit à reprocher ces deux choses aux Chinois. Si l'on s'était mis à répondre à tout cela, on se serait laissé détourner et arracher des mains une victoire déjà acquise. La diversion est impudente quand elle abandonne complètement l'objet du débat et commence par exemple ainsi. Oui, et justement, vous prétendiez récemment que, etc. Car alors, elle s'inscrit d'une certaine façon dans ces attaques personnelles dont il sera question dans le dernier stratagème. À strictement parler, elle constitue un stade intermédiaire entre l'argumentum ad personam, exposé dans ce chapitre, et l'argumentum ad hominem. Toute dispute entre des gens du commun montre à quel point ce stratagème est quasi instinctif. En effet, quand l'un fait des reproches personnels à l'autre, celui-ci ne répond pas en les réfutant, mais en faisant à son tour des griefs personnels à son adversaire, laissant de côté ce qu'on lui a fait et semblant donc reconnaître leur bien fondé. Il se comporte comme Scipion qui attaqua les Carthaginois, non pas en Italie mais en Afrique. À la guerre, une telle diversion peut fonctionner dans des querelles. Elle ne vaut rien
Dans les querelles, elle ne vaut rien, parce qu'on laisse tomber les reproches reçus et que les témoins apprennent tout le mal possible des deux parties en présence. On peut l'utiliser dans la controverse, faute de mieux. Stratagème 30, l'argumentum ad verecundiam, argument portant sur l'honneur. Au lieu de faire appel à des raisons, il faut se servir d'autorités reconnues en la matière selon le degré des connaissances de l'adversaire. Unusquisque mavut credere quam judicare. Chacun préfère croire plutôt que juger, a dit Sénèque. On a donc beau jeu si on a de son côté une autorité respectée par l'adversaire. Cependant, il y aura pour lui d'autant plus d'autorité valable que ses connaissances et ses aptitudes sont limitées, et celles-ci sont de tout premier ordre. Il ne reconnaîtra que peu d'autorité ou même aucune. À la rigueur, il fera confiance aux gens spécialistes dans une science, un art ou un métier qu'il connaît peu ou pas du tout. Et encore ne le fera-t-il qu'avec méfiance. En revanche, les gens du commun ont un profond respect pour les spécialistes de tout genre. Ils ignorent que la raison pour laquelle on fait profession d'une chose n'est pas l'amour de cette chose, mais ce qu'elle rapporte. Et que celui qui enseigne une chose la connaît rarement à fond, car s'il l'étudiait à fond, il ne lui resterait généralement pas de temps pour l'enseigner. Mais pour le vulgus, il y a beaucoup d'autorités dignes de respect. Donc, si l'on n'en trouve pas d'adéquate, il faut en prendre une qui le soit en apparence et citer ce que quelqu'un a dit dans un autre sens ou dans des circonstances différentes. Ce sont les autorités auxquelles l'adversaire ne comprend pas un traître mot qui font généralement le plus d'effet. Les ignorants ont un respect particulier pour les figures de rhétorique grecque et latine. On peut ainsi, en cas de nécessité, non seulement déformer, mais carrément falsifier ce que disent les autorités, ou même inventer purement et simplement. En général, l'adversaire n'a pas le livre sous la main et ne sait pas non plus s'en servir. Le plus bel exemple en est ce curé français qui, pour n'être pas obligé de paver la rue devant sa maison, comme les autres citoyens, citait une formule biblique: Paveant illi, ego non pavebo. Qu'il tremble, moi, je ne tremblerai pas. Ce qui convainquit le conseil municipal. Il faut aussi utiliser en matière d'autorité les préjugés les plus répandus, car la plupart des gens pensent avec Aristote: ce qui paraît juste à une multitude, nous disons que c'est vrai. Éthique à Nicomaque. Il n'y a en effet aucune opinion, aussi absurde soit-elle, que les hommes n'aient pas rapidement adoptée dès qu'on a réussi à les persuader qu'elle était généralement acceptée. L'exemple agit sur leurs pensées comme sur leurs actes. Ce sont des moutons qui suivent le bélier de tête. Ou qui les conduisent, il leur est plus facile de mourir que de penser. Il est très étrange que l'universalité d'une opinion ait autant de poids pour eux, puisqu'ils peuvent voir sur eux-mêmes qu'on adopte des opinions sans jugement et seulement en vertu de l'exemple. Mais ils le voient, mais ils ne le voient, mais ils ne le voient pas parce qu'ils sont dépourvus de toute connaissance d'eux-mêmes. Seule l'élite, dit avec Platon, a une multitude de gens, une multitude d'idées paraissent justes, c'est-à-dire le vulgus n'a que bêtises en tête, et si on voulait s'y arrêter, on aurait beaucoup à faire. Si on parle sérieusement, le caractère universel d'une opinion n'est ni une preuve, ni même un critère de probabilité de son exactitude. Ceux qui le prétendent doivent admettre 1. Que l'éloignement dans le temps prive ce caractère universel de sa puissance démonstrative. Sinon, il faudrait qu'il ressuscite toutes les anciennes erreurs ayant fait autrefois communément de figures de vérité. Par exemple, le système de Ptolémée, ou qu'il rétablisse le catholicisme dans tous les pays protestants. 2. Que l'éloignement dans l'espace agit de même. Sinon, on met dans l'embarras l'universalité de l'opinion chez les adeptes du bouddhisme, du christianisme et de l'islam. D'après Bentham, tactique des assemblées législatives. Ce que l'on appelle opinion commune est à lire bien à regarder l'opinion de deux ou trois personnes. Et nous pourrions nous en convaincre si seulement nous observions comment naît une telle opinion. Nous verrions alors que ce sont d'abord 2 ou 3 personnes qui l'ont admise ou avancée et affirmée, et qu'on a eu la bienveillance de croire qu'elles l'avaient examinée à fond. Préjugeant de la compétence suffisante de celle-ci, quelques autres se sont mis également à adopter cette opinion. À leur tour, un grand nombre de personnes se sont fiées à ces dernières, leur paresse les incitant à croire d'emblée les choses plutôt que de se donner le mal de les examiner. Ainsi, c'est accru de jour en jour de ces adeptes paresseux et crédules,
car une fois que l'opinion eut pour elle un bon nombre de voix, les suivants ont pensé qu'elle n'avait pu les obtenir que grâce à la justesse de ses fondements. Les autres furent alors contraints de reconnaître ce qui était communément admis pour ne pas être considérés comme des esprits inquiets s'insurgeant contre des opinions universellement admises. Et malins comme des impertinents se croyant plus malins que tout le monde, adhérer devint alors un devoir. Désormais, le petit nombre de ceux qui sont capables de juger est obligé de se taire. Et ceux qui ont le droit de parler sont ceux qui sont absolument incapables de se forger une opinion et un jugement à eux, et qui ne sont donc que l'écho des opinions d'autrui. Ils en sont cependant les défenseurs, d'autant plus ardents et plus intolérants. Car ce qu'ils détestent chez celui qui pense autrement, ce n'est pas tant l'opinion différente qu'il prône que l'outrecuidance qu'il a à vouloir juger par soi-même, ce qu'ils ne font bien sûr jamais eux-mêmes, et dont ils ont une conscience dans leur fort intérieur. Bref, très peu de gens savent réfléchir, mais tous veulent avoir des opinions. Que leur reste-t-il d'autre que de les adopter telles que les autres les leur proposent au lieu de se les forger eux-mêmes? Puisqu'il en est ainsi, que vaut l'opinion de 100 millions d'hommes? Autant que, par exemple, un fait historique attesté par 100 historiens, quand on prouve ensuite qu'ils ont tous copié les uns les autres sur les autres et qu'il apparaît ainsi que tout repose sur les dires d'une seule personne, d'après Bale, Pensée sur la comète, volume 1, page 10. Je le dis, tu le dis, mais lui aussi l'a dit. Après que cela a été dit tant de fois, on ne voit rien que des dires. Néanmoins, on peut, quand on se querelle avec des gens du commun, utiliser l'opinion universelle comme autorité. D'une manière générale, on constatera que quand deux esprits ordinaires se querellent, ce sont des personnalités faisant d'autorité qu'ils choisissent l'un et l'autre comme arme, et donc ils se servent pour se taper dessus. Si une tête mieux faite a affaire à quelqu'un de ce genre, le mieux est qu'il accepte de recourir lui aussi à cette arme, en la choisissant en fonction des faiblesses de son adversaire. Car comparée à l'arme des raisons, celle-ci est, par hypothèse, ainsi que fait blindé, plongé dans les flots de l'incapacité à penser et à juger. Au tribunal, on ne se bat en fait que par autorité interposée, à savoir l'autorité bien établie des lois. La tâche du pouvoir judiciaire est de découvrir la loi, c'est-à-dire l'autorité applicable dans le cas en question. Mais la dialectique a suffisamment de champ d'action, car si c'est nécessaire, le cas traité et une loi, qui ne vont en réalité pas ensemble, peuvent être déformés jusqu'à ce qu'on les juge concordants ou inverses. Stratagème 31. Si on ne sait pas quoi opposer aux raisons exposées par l'adversaire, il faut, avec une subtile ironie, se déclarer incompétent. Ce que vous dites là dépasse mes faibles facultés de compréhension. C'est peut-être tout à fait exact, mais je n'arrive pas à comprendre et je renonce à tout jugement. De cette façon, on insinue face aux auditeurs, qui vous apprécient, que ce sont des inepties. C'est ainsi qu'à l'apparition de la critique de la raison pure, ou plutôt dès qu'elle commença à faire sensation, de nombreux professeurs de la vieille école éclectique déclarèrent « Nous n'y comprenons rien », croyant par là lui avoir réglé son compte. Mais quand certains adeptes de la nouvelle école leur prouvèrent qu'ils avaient raison et qu'ils n'y comprenaient vraiment rien, cela les mit de très mauvaise humeur. Il ne faut utiliser ce stratagème que quand on est sûr de jouer auprès des auditeurs d'une considération nettement supérieure à celle dont jouit l'adversaire. Par exemple, quand un professeur s'oppose à un étudiant, à vrai dire, cette méthode fait partie du stratagème précédent et consiste, de façon très malicieuse, à mettre sa propre autorité en avant au lieu de fournir des raisons valables. La contre-attaque est alors de dire « Permettez, mais vu votre grande capacité de pénétration, il doit vous être facile de comprendre tout cela. » Tout cela est dû à la mauvaise qualité de mon exposé. Et de lui ressasser tellement la chose qu'il est bien obligé, nolens volens, bon gré mal gré, de la comprendre, et qu'il devient clair qu'il n'y comprenait effectivement rien auparavant. Ainsi on a rétorqué, il voulait insinuer que nous disions des bêtises, nous avons prouvé sa sottise. Tout cela avec la plus parfaite des politesses. Stratagème 32. Nous pouvons rapidement éliminer, ou du moins rendre suspecte, une affirmation de l'adversaire opposée à la nôtre en la rangeant dans une catégorie exécrable, pour peu qu'elle s'y rattache par similitude ou même très vaguement. Par exemple, c'est du manichéisme, c'est de l'arianisme, c'est du pélagianisme, c'est de l'idéalisme, c'est du spinozisme, c'est du panthéisme, c'est du brownianisme, c'est du naturalisme, c'est de l'athéisme, c'est du rationalisme, c'est du spiritualisme, c'est du mysticisme, etc., etc. En faisant cela, nous supportons deux choses. 1.
que l'affirmation en question est réellement identique à cette catégorie, ou au moins contenue en elle, et donc nous écrivons donc « Oh, nous sommes au courant ». Et 2, que cette catégorie est déjà totalement réfutée et ne peut contenir un seul mot de vrai. Stratagème 33. C'est peut-être vrai en théorie, mais en pratique, c'est faux. Grâce à ce sophisme, on admet les fondements tout en rejetant les conséquences, en contradiction avec la règle, la conséquence tirée de la raison première valide le raisonnement. Cette affirmation pose une impossibilité, ce qui est juste en théorie doit aussi l'être en pratique. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur dans la théorie, qu'on a omis quelque chose, qu'on ne l'a pas fait entrer en ligne de compte, par conséquent, c'est également faux en théorie. Stratagème 34. Si l'adversaire ne donne pas une réponse directe à une question ou un argument, mais se dérobe au moyen d'une autre question ou d'une réponse indirecte, ou même essaie de détourner le débat, c'est la preuve évidente que nous avons touché un point faible, parfois sans le savoir. De sa part, c'est une façon relative de se taire. Il faut donc insister sur le point où nous avons mis le doigt et ne pas laisser l'adversaire tranquille, même lorsque nous ne voyons pas encore en quoi consiste au juste la faiblesse que nous avons décelée. Stratagème 35, qui, dès qu'il est praticable, rend tous les autres superflus. Au lieu d'agir sur l'intellect par des raisons, il faut agir sur la volonté par des mobiles. Et l'adversaire, ainsi que les auditeurs, s'ils ont les mêmes intérêts que lui, seront aussitôt gagnés à notre opinion, même si celle-ci venait tout droit d'un asile de fous. Car en général, une once de volonté pèse plus lourd qu'un quintal d'intelligence et de conviction. Cela ne marche, il est vrai, que dans les circonstances particulières. Si l'on peut faire sentir à l'adversaire que son opinion, si elle était valable, causerait un tort considérable à ses intérêts, il la laissera tomber aussi vite qu'un fer rouge dont il se serait imprudemment emparé. Par exemple, un ecclésiastique soutient un dogme philosophique, il faut lui faire remarquer que celui-ci est en contradiction directe avec un dogme fondamental de son Église et il le laissera tomber. Un propriétaire terrien prétend qu'en Angleterre, le machinisme est remarquable puisqu'une machine à vapeur fait le travail de plusieurs ouvriers. Il faut lui faire comprendre que bientôt les voitures, elles aussi, seront tirées par des machines à vapeur, ce qui fera beaucoup baisser le prix de nombreux chevaux de son Arras. Et on verra bien. Dans de tels cas, le sentiment de chacun obéit à la maxime, quelle témérité à proclamer une loi qui se retourne contre nous. Même chose si les auditeurs font partie de la même secte que nous, de la même corporation, du même corps de métier, du même club, etc. Mais pas l'adversaire. Sa thèse aura beau être juste, dès que nous laisserons moindrement entendre qu'elle va à l'encontre des intérêts de la dite corporation, etc., tous les auditeurs trouveront les arguments de l'adversaire, tout aussi excellents soient-ils, faibles et pitoyables. Et les nôtres, en revanche, fussent-ils inventés de toutes pièces, justes et pertinents, en cœur. Ils prendront bien haut parti pour nous, et l'adversaire, tout honteux, hâtera en retraite. Les auditeurs croiront même le plus souvent avoir choisi selon leur pure conviction, car ce qui nous est défavorable paraît généralement absurde à l'intellect. L'intellect n'est pas le fait d'une lumière blême. Ce stratagème pourrait s'intituler « Attaquer l'arbre par la racine ». On l'appelle d'ordinaire argumentum ab utili. Stratagème 36. Déconcerter, stupéfier l'adversaire par un flot insensé de paroles. Ce stratagème est fondé sur le fait que, habituellement, l'homme croit qu'il n'entend que des paroles, qu'il doit s'y trouver aussi matière à réflexion. Si donc il a secrètement conscience de ses propres faiblesses, s'il est habitué à entendre toutes sortes de choses qu'il ne comprend pas tout à Désolée. Si donc il a secrètement conscience de ses propres faiblesses, s'il est habitué à entendre toutes sortes de choses qu'il ne comprend pas, tout en faisant semblant de les comprendre, on peut lui en imposer en lui débitant d'un air très sérieux des bêtises qui ont un air savant ou profond, à tel point qu'il est incapable d'entendre, de voir et de penser, et qu'on les a fait passer pour la preuve la plus irréfutable qui soit de sa propre thèse. Comme on le sait, quelques philosophes ont récemment, face au public allemand, utilisé ce stratagème avec le plus brillant succès. Mais puisque les exemples sont haïssables, nous prendrons un exemple plus ancien chez Goldsmith, dans le Vicaire de Wakefield, page 34. Okay. Stratagème 37, qui devrait être l'un des premiers. Si l'adversaire a aussi raison sur l'objet du débat, mais qu'heureusement il choisit une mauvaise preuve, il nous est facile de réfuter cette preuve, et nous prétendons alors que c'est là une réfutation de l'ensemble.
Au fond, cela revient à faire passer un argumentum ad hominem pour un argumentum ad rem. Si aucune preuve plus exacte ne lui parvient à l'esprit ou à celui de ses assistants, nous avons gagné. Par exemple, si quelqu'un peut, pour prouver l'existence de Dieu, avance la preuve ontologique qu'il est parfaitement refutable, c'est le moyen par lequel de mauvais avocats perdent une juste cause. Ils veulent la justifier par une loi qui n'est pas adéquate. Et la loi adéquate ne leur vient pas à l'esprit. Ultime stratagème. Si l'on s'aperçoit que l'adversaire est supérieur et qu'on ne va pas gagner, il faut tenir des propos désobligeants, blessants et grossiers. Être désobligeant, cela consiste à quitter l'objet de la querelle, puisqu'on a perdu la partie, pour passer à l'adversaire et à l'attaquer d'une manière ou d'une autre dans ce qu'il est. On pourrait appeler cela argumentum ad personam pour faire la différence avec l'argumentum ad hominem. Ce dernier s'écarte de l'objet purement objectif pour s'attacher à ce que l'adversaire en a dit ou concédé. Mais quand on passe aux attaques personnelles, on délaisse complètement l'objet et on dirige ses attaques sur la personne de l'adversaire. On devient donc vexant, méchant, blessant et grossier. C'est un appel des facultés de l'esprit à celles du corps ou à l'animalité. Cette règle est très appréciée car chacun est capable de l'appliquer et elle est donc souvent utilisée. La question se pose maintenant de savoir quelle parade peut être utilisée par l'adversaire. Car s'il procède de la même façon, on débouche sur une bagarre, un duel ou un procès en diffamation. Ce serait une grave erreur de penser qu'il suffit de ne pas être soi-même désobligeant, car en démontrant tranquillement à quelqu'un qu'il a tort et que par voie de conséquence il juge et pense de travers, ce qui est le cas dans toute victoire dialectique, on l'ulcère encore plus que par des paroles grossières et blessantes. Pourquoi? Parce que, comme dit Hobbes, toute volupté de l'esprit, toute bonne humeur vient de ce qu'on a des gens en comparaison desquels on puisse avoir une haute estime de soi-même. Rien n'égale pour l'homme le fait de satisfaire sa vanité, et aucune blessure n'est plus douloureuse que de l'avoir blessé. D'où les tournures telles que l'honneur avant tout, etc. Cette satisfaction de la vanité naît principalement du fait que l'on se compare aux autres, à tout point de vue, mais surtout au point de vue des facultés intellectuelles. C'est justement ce qui se passe effectivement et très violemment dans toute controverse, d'où la colère du vaincu, sans qu'on lui ait fait de tort. D'où son recours à ce dernier expédient, à ce dernier stratagème, auquel il n'est pas possible d'échapper en restant soi-même poli. Toutefois, un grand sang-froid peut être là aussi salutaire. Il faut alors, dès que l'adversaire passe aux attaques personnelles, répondre tranquillement que cela n'a rien à voir avec l'objet du débat, y revenir immédiatement et continuer de lui prouver qu'il a tort sans prêter attention à ses propos blessants. Donc, en quelque sorte, comme dit Thémistocle à Eurybiade, mais ce n'est pas frappe, mais écoute. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. La seule parade sûre est donc celle qu'Aristote a indiquée dans le dernier chapitre des Topiques. Ne pas débattre avec le premier venu, mais uniquement avec des gens que l'on connaît et dont on sait qu'ils sont suffisamment raisonnables pour ne pas débiter des absurdités et se couvrir de ridicule. Et dans le but de s'appuyer sur des arguments fondés et non sur des sentences sans appel, et pour écouter les raisons de l'autre et s'y rendre. Des gens dont on sait enfin qu'ils font grand cas de la vérité, qu'ils aiment entendre de bonnes raisons, même de la bouche de leur adversaire, et qu'ils ont suffisamment le sens de l'équité pour pouvoir supporter d'avoir tort quand la vérité est dans l'autre camp. Il en résulte que, sur 100 personnes, il s'en trouve à peine une qui soit digne qu'on discute avec elle. Quant aux autres, qu'on les laisse dire ce qu'elles veulent, car c'est un droit des gens que d'extravaguer. Et que l'on songe aux paroles de Voltaire. La paix vaut encore mieux que la vérité. Et un proverbe arabe dit: à l'arbre du silence est accroché son fruit, la paix. Toutefois, en tant que joute de deux esprits, la controverse est souvent bénéfique aux deux parties car elle leur permet de rectifier leurs propres idées et de se faire aussi de nouvelles opinions. Seulement, il faut que les deux adversaires soient à peu près du même niveau en savoir et en intelligence. Si le savoir manque à l'un, il ne comprend pas tout et n'est pas au niveau. Si c'est l'intelligence qui lui manque, l'irritation qu'il en concevra l'incitera à recourir à la mauvaise foi, à la ruse et à la grossièreté. Il n'y a pas de différence essentielle entre la controverse in colloquio privato es familiari, dans une conversation privée familière, et la discussion solennelle et publique selon le rang, etc. Si ce n'est que dans le deuxième cas, il est exigé que celui qui répond ait toujours raison contre celui qui s'oppose. Ce qui explique qu'en cas de nécessité, le président de séance doit lui prêter main forte. Ou encore, dans le deuxième cas, les arguments sont plus formels et on aime les revêtir de la forme stricte d'une conclusion. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.